En juin 2025, un décret discret du Burkina Faso interrompit environ un tiers des importations nationales de soja en provenance des États-Unis, sans micro ni fanfare. La mesure parut minime, presque administrative. Pourtant, les contrats à terme cédèrent à Chicago et Wall Street se figea, surpris qu'un pays du alors Sahel déplace la courbe. Comment un État longtemps dépendant de l'aide extérieure a-t-il pu renverser, d'un seul geste planifié, la mécanique d'un marché mondialisé qui semblait inamovible? Ibrahim Traoré n'a pas déclaré une guerre commerciale, il a déclenché une révolution silencieuse. Le geste du Burkina Faso n'était pas un simple réflexe économique, c'était un pari existentiel. En stoppant les importations de soja américain, Ibrahim Traoré promettait plus qu'un ajustement commercial. Il revendiquait le droit de nourrir son peuple avec ses propres ressources. Derrière cette décision se cache une question centrale. Peut-on reconstruire une souveraineté alimentaire dans un système conçu pour maintenir la dépendance? Les marchés internationaux y virent une anomalie, les diplomates une provocation. Mais pour les agriculteurs burkinabés, c'était une renaissance attendue. Ce récit ne parle pas seulement d'un embargo, il dévoile les mécanismes d'une libération économique et identitaire. Au fil des chapitres, nous découvrirons comment une nation, considérée périphérique, a bâti en 18 mois un plan d'autonomie sans précédent, défiant les pronostics financiers et les modèles importés. Ce parcours, fait de calculs précis et de choix politiques assumés, redéfinit les frontières entre dignité, stratégie et survie. C'est là que commence la véritable histoire du pari burkinabé. Mini-révélation, la décision de juin 2025 n'est pas née en une nuit. Elle est l'aboutissement de 18 mois de préparation méthodique conçue pour réduire une dépendance devenue structurelle. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'équipe rapprochée a établi un diagnostic brut. Plus d'un tiers des aliments à base de soja consommés au Burkina Faso provenaient d'importations américaines. Bon marché, car subventionné, normalisé pour les producteurs locaux. Ce constat expliquait une spirale familière. Le grain étranger arrivait plus vite et moins cher, tandis que les récoltes nationales perdaient accès au marché et que la dignité économique s'érodait. Pourquoi le soja? Et pourquoi maintenant? Parce que ce flux illustrait la vulnérabilité d'un système conçu pour l'extérieur. Des décennies d'infrastructures héritées, transport, stockage, chaînes logistiques, avaient été orientées vers l'importation, non vers la consolidation d'une production paysanne. Chaque cargaison d'outre-alors-Atlantique rappelait les limites du modèle. Répondre exigeait un plan plus vaste qu'un embargo. Le projet Khalifa prit forme comme une matrice, rescaper des semences autochtones, épauler des coopératives, nouer des ponts avec des laboratoires en Inde, tisser des alliances rurales au Mali, former des brigades techniques et garantir l'achat public. L'objectif n'était pas la rupture pour la rupture, mais la reconstruction de la souveraineté alimentaire à partir du terrain. Dans cette perspective, le silence devint un outil stratégique. Plutôt que d'annoncer une bataille, il s'agissait d'organiser patiemment la relève, produire, presser, stocker, acheminer. Les infrastructures disponibles furent réaffectées, des capacités logistiques oubliées redevinrent utiles, et l'État se posa non en donneur d'ordre lointain, mais en garant d'un mouvement. Quand le décret arriva, il trouva déjà des relais prêts à amortir le choc. Les marchés internationaux le perçurent d'une trop tard. Les futurs chutèrent, les cargaisons hésitèrent, et la région observa. Le cœur de l'histoire tient en une idée simple. L'indépendance n'est pas proclamée, elle se construit. Cette construction, amorcée bien avant les gros titres, explique comment une mesure silencieuse a pu renverser un mécanisme global entier. Au sud de Bobo-Dioulasso, alors Hamidou Konaté observe ses champs redevenir rentables. Pendant des années, il avait cessé de cultiver le soja, incapable de rivaliser avec les cargaisons subventionnées venues des États alors unis. Lorsque le décret tomba, il n'y crut pas d'abord. Mais 2 semaines plus tard, les coopératives locales reçurent les premières presses à huile mobile, alimentées par énergie solaire, symbole concret du projet. Alors Khalifa, derrière chaque machine, un technicien formé par l'armée reconverti, signe que l'État avait décidé de transformer ses infrastructures en outils de production. Les anciens dépôts militaires furent repeints, transformés en silos. Les camions de transport de troupes devinrent des véhicules de collecte agricole. Pour la première fois, la logistique publique servait directement aux producteurs.
On a cessé d'attendre les importateurs, raconte alors Konaté. Ces changements pratiques révélèrent une mutation plus profonde, le retour de la confiance. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la dignité agricole n'était plus une promesse lointaine, mais un projet partagé. Chaque famille participante recevait des outils, une formation et surtout une garantie d'achat. Cette sécurité transforma la perception du risque et avec elle, la volonté de semer à nouveau. Les premiers mois, les résultats furent modestes, à peine 18% de hausse de production, mais l'effet psychologique fut décisif. Les paysans voyaient enfin un État agir non par charité, mais par stratégie. Et dans cette dynamique naissante, une question demeurait ouverte. Jusqu'où ce modèle pouvait-il s'étendre sans rompre l'équilibre fragile entre ambition et réalité? Alors déclenchement, le 17 juin 2025, à 8h32, une circulaire atteignit tous les postes de douane du Burkina Faso. Suspension immédiate des cargaisons de soja, en provenance des États alors unis. Aucun ministre ne parla, aucun communiqué solennel ne parut. Le geste semblait administratif, mais la séquence était planifiée, stoppée, substituée, consolidée. Le pari consistait à transformer une vulnérabilité chronique en levier productif. Ibrahim Traoré avait tranché. L'exécution logistique primerait sur la rhétorique. Les premières heures révélèrent l'onde courte. À Abidjan et à Lomé, des navires destinés au Sahel restèrent à quai, incapables de décharger. Les opérateurs révisèrent leur position, les contrats à terme de Chicago reculèrent, et les grossistes régionaux réévaluèrent leur calendrier. À Ouagadougou, la consigne demeura: agir sans bruit, tenir la ligne, observer les flux. Le mutisme devint méthode pour laisser parler la chaîne d'approvisionnement. Alors, réorganisation interne, sur le territoire, l'appareil public pivota. Des dépôts militaires déclassés furent convertis en silos temporaires. Des camions de transport de troupes devinrent collecteurs de grains. Des équipes mixtes, formées à la manutention et au contrôle qualité, prirent en charge la coordination. Les coopératives Khalifa reçurent des presses à huile mobile alimentées par énergie solaire et des lots de semences autochtones. Le message opérationnel tenait en 4 verbes: produire, presser, stocker, acheminer. À leur point culminant, au cœur de l'hivernage, les premières récoltes pilotes atteignirent les centres logistiques, prouvant l'existence d'un amortisseur intérieur. Une brève apparition télévisée d'Ibrahim Traoré fixa la ligne. Nous ne combattons personne, nous reconstruisons notre dignité. La phrase circula sur les radios communautaires, traduite dans les langues locales, relayée sur les marchés. La communication resta courte, vérifiable, ancrée dans des indicateurs. Alors, onde de choc. Au Mali, au Niger et en Guinée, des audits d'importation furent engagés. L'idée de réserve commune entra à l'étude. Des échanges techniques portèrent sur les semences, la logistique partagée et les garanties d'achat public. Dans les cercles universitaires, on ouvrit des dossiers sur l'effet de substitution et les gains de résilience. La conversation régionale se déplaça du seul prix spot vers la souveraineté opératoire. Alors, résultat proche du terrain, les signaux furent mesurés mais lisibles. La production domestique progressa. Les pertes post-récolte diminuèrent avec les nouveaux silos. La capacité de pressage local augmenta à mesure que les unités solaires se déployaient. Les revenus paysans amorcèrent une remontée via la contractualisation et la baisse des frais intermédiaires. Les industriels, d'abord inquiets d'une pénurie, réorientèrent une partie de l'outil vers la transformation locale et l'emballage. Il ne s'agissait pas d'autarcie, il s'agissait d'un nouvel équilibre. Alors, objections et garde-fous, les critiques évoquèrent une tension protéique et un risque de flambée des prix. La réponse gouvernementale articula 3 garde-fous: diversification des légumineuses, réserve tampons, achats ciblés pour cantines et hôpitaux. Les coopératives insistèrent sur la stabilité des règlements et la transparence des volumes, afin d'éviter les effets d'aubaine. L'argument central demeura clair: mieux vaut un dispositif planifié qu'une dépendance subie. Alors atterrissage. En fin d'année, les marchés intégrèrent la nouvelle donne. Les négociants cessèrent de considérer le Sahel comme simple exutoire d'excédents et traitèrent l'espace comme une zone d'expérimentation institutionnelle.
Pour le Burkina Faso, le résultat le plus solide ne se lisait pas seulement dans les graphiques, mais dans l'infrastructure sociale recomposée autour de la chaîne agroalimentaire. Chaque cargaison nationale racontait désormais la même chose. La souveraineté se fabrique, patiemment, dans la cohérence des détails. L'efficacité du plan Khalifa ne se mesurait pas seulement au silence diplomatique qui l'entourait, mais à ses chiffres. 18 mois après la mise en œuvre, 3 indicateurs dominaient: la production nationale, les pertes post-récolte et le revenu moyen des foyers agricoles. En 2024, le Burkina Faso produisait environ 210 000 tonnes de soja local. Fin 2025, les chiffres officiels parlaient pour nous de 299 000 tonnes, soit une progression nette de 42%. L'écart ne venait pas d'une extension des terres, mais d'une utilisation optimisée: semences autochtones, irrigation ciblée, rotation des cultures. L'analyse interne du ministère de l'Agriculture montrait que 67% des coopératives formées dans le cadre du projet avaient dépassé leurs prévisions initiales. Ce bond de productivité, longtemps jugé impossible, renversa les hypothèses des bailleurs internationaux. Avant 2025, près d'un tiers des récoltes se perdaient faute de stockage. Les nouveaux silos issus de la reconversion militaire réduisirent ces pertes à 21%, puis à 14% en fin d'année. Les ingénieurs civils, souvent d'anciens officiers, supervisèrent la maintenance. Une cinquantaine d'unités solaires garantirent la ventilation continue. Ibrahim Traoré insista sur cette logique: transformer la discipline militaire en efficacité logistique. Le résultat fut visible. La chaîne de conservation passa d'un mode réactif à un mode préventif. Les enquêtes menées auprès de 12 000 ménages révélaient une hausse moyenne des revenus agricoles de 18% entre juin 2025 et mai 2026. Ce gain provenait d'une baisse des frais intermédiaires et d'une contractualisation directe avec l'État. Les programmes de microcrédit adossés au grain, via la plateforme AgriReddit, permirent aux producteurs d'obtenir des avances à taux fixe en utilisant leur stock comme garantie. La corrélation entre autonomie financière et stabilité de production fut immédiate. Les retards de semis chutèrent de 22%, la demande en intrants locaux augmenta de 19%. Ces données, vérifiées par 3 sources indépendantes, formaient la colonne vertébrale de la crédibilité du projet. Elles traduisent un principe simple: la souveraineté n'est pas une idée politique, mais une équation logistique. Chaque chiffre impliquait une cause mesurable: infrastructure, formation, discipline collective. En parallèle, les effets d'entraînement apparurent. Les marges internes, autrefois captées par les importateurs, furent redistribuées sous forme de micro-dividendes coopératifs. Dans les marchés régionaux, les prix restèrent naines stables. Le pays échappa à l'inflation alimentaire qui toucha le alors Niger et le Ghana la même année. Là où d'autres voyaient un embargo risqué, Ouagadougou constatait un bilan tangible: un stock stratégique reconstitué, une population formée, une économie qui retrouvait sens. Les nombres ne mentent pas. Ils racontent comment un peuple reprend la main sur sa survie. La rupture burkinabé ne fit pas l'unanimité. Entre les partisans de l'ouverture totale et ceux de la souveraineté absolue, le débat prit rapidement une dimension idéologique. 2 courants s'affrontèrent, chacun brandissant ses chiffres et ses certitudes. Premier argument: le coût de l'isolement. Pour de nombreux économistes libéraux, l'embargo risquait de créer un déséquilibre structurel. La dépendance au soja importé n'était pas qu'un problème d'offre. Elle assurait aussi la stabilité des prix urbains et la continuité des chaînes industrielles. Rompre ces flux revenait, selon eux, à substituer un risque extérieur par un risque intérieur, celui d'une pénurie nationale. Les analyses publiées à Paris et Washington prédisaient un recul du PIB agricole de 3% et l'apparition de zones grises où les produits locaux ne suffiraient pas à nourrir la population. Pour ces observateurs, alors Ibrahim Traoré avait surestimé la résilience de son pays. Deuxième argument: le modèle de résilience. Il rappelait que le Burkina Faso importait pour près de 70 millions USD de soja subventionné par an, une manne qui fragilisait le tissu productif national. Réorienter cet argent vers les infrastructures et la formation créait, selon eux, une valeur durable. Leur raisonnement s'appuyait sur la logique du Stillman: reconnaître la validité partielle du risque, mais démontrer que la planification pouvait le neutraliser.
L'autonomie n'était pas l'autarcie, mais la capacité à absorber un choc sans implosion. L'évaluation indépendante menée par l'université de Ouagadougou confirma que la politique avait généré des coûts initiaux, mais aussi une redistribution inédite des bénéfices. Les pertes industrielles restèrent temporaires. L'investissement coopératif augmenta de 24%. Ibrahim Traoré affirma alors : « Nos contradictions ne sont pas des faiblesses, elles sont les preuves que nous décidons nous-mêmes. Le débat persiste, mais il s'est déplacé. De la question du risque à celle de la responsabilité collective. C'est peut-être là, dans cette nuance, que se joue la véritable victoire du modèle burkinabé. Un silence plus fort qu'un discours. Alors que les observateurs étrangers attendaient une conférence triomphale, le alors Burkina Faso choisit de ne rien dire. Pas de célébration officielle, pas de communiqué. Ce vide médiatique devint la clé du succès. Il laissa place aux faits. À mi-parcours du projet Khalifa, les résultats parlaient d'eux-mêmes. Stock stabilisé, production accrue, inflation alimentaire contenue. Mais derrière les chiffres se jouait une transformation plus subtile. L'État cessait d'être un arbitre distant pour devenir un acteur logistique du quotidien. Les décisions descendaient donc jusque dans les villages. Les rapports techniques remplaçaient les promesses. Alors nous avons préféré la cohérence à la mise en scène. Cette cohérence, visible dans les silos, les formations et les circuits d'achat, fit basculer la perception régionale. Le modèle burkinabé cessait d'être une curiosité, il devenait une méthode. Au-delà du soja, le pays posait une question implicite au continent. Et si l'indépendance se prouvait par la continuité du travail plutôt que par la rhétorique de rupture ? L'impact du projet Khalifa s'est mesuré dans la durée et à plusieurs échelles. Au-delà des bilans, il a déplacé la manière de produire, de transporter et de décider. Sous la vigilance d'Ibrahim Traoré, l'objectif n'était pas de briller, mais de tenir. Cette continuité, plus que les slogans, a façonné la perception nationale et régionale. 1. Agriculteurs, la base retrouvée. Les producteurs ont d'abord regagné un débouché. Les coopératives ont sécurisé des contrats d'achat, évitant les ventes à perte. La réhabilitation de terres-poux en jachère, accompagnée de semences locales, a relancé des villages entiers. Les jeunes sont revenus au champ parce que la filière payait à temps. Des ateliers itinérants ont diffusé des pratiques de conservation, limitant les pertes au moment critique. 2. Entreprises. Le retour de la transformation locale. Les petites unités d'extraction et d'emballage se sont multipliées, appuyées par des marchés publics pluriannuels. Les marges qui partaient à l'étranger ont circulé sur place, finançant maintenance et emploi. Les industriels ont reconfiguré leurs chaînes pour absorber un soja made in Faso. Cette bascule a rendu l'investissement plus prévisible. Elle a aussi stimulé des services auxiliaires, transport, réparation, conditionnement. 3. Citoyens, confiance et sécurité alimentaire. En ville, la flambée redoutée n'a pas eu lieu. L'État a utilisé des stocks tampons pour lisser les prix. Les marchés sont restés approvisionnés et les ménages ont perçu une stabilité nouvelle dans les produits de base. Alors des programmes scolaires ont enseigné la souveraineté alimentaire comme compétence civique, la confiance a remplacé la résignation, des radios communautaires ont animé des débats où l'on suivait, semaine après semaine, volumes et réserves. 4. Région, intégration par la coopération. Au Mali, au Niger et en Guinée, le corridor agro-AES a relié entrepôts, routes et procédures douanières. Le transport a été mutualisé, les pertes interpays ont diminué et les tarifs ont été harmonisés. Les services techniques ont partagé des protocoles de qualité et des calendriers de collecte. L'exemple burkinabé est devenu un précédent collectif. Alors des missions croisées ont circulé pour documenter ce qui fonctionnait et ce qui devait être ajusté. Les prix intérieurs se sont stabilisés malgré les pressions extérieures. Les banques ont prêté sur stock grâce aux garanties publiques, allégeant les avances usuraires. Les radios communautaires ont instauré des comités de veille pour suivre volume et réserve. La transparence a servi de monnaie politique. Les indicateurs publiés régulièrement ont réduit la place des rumeurs et des anticipations paniquées. Tout n'est pas réglé. Les aléas climatiques et la pression foncière persistent. Pour y répondre, le pays diversifie ses légumineuses et consolide ses réserves décentralisées.
Alors, une clause de réversibilité encadre les importations ciblées si un déficit apparaît. Ibrahim Traoré rappelle que la souveraineté n'exclut pas la responsabilité partagée. Les partenaires régionaux sont conviés à cofinancer les amortisseurs. La transformation ne se résume pas à un embargo, elle est devenue infrastructure. Les habitants constatent une chaîne qui tient, des récoltes qui trouvent preneurs et des décisions qui s'alignent sur le terrain. La région, elle, a découvert qu'une indépendance patiente peut être contagieuse. C'est ainsi qu'un geste discret a redessiné des habitudes profondes. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires crédibles se dessinent pour le alors Burkina Faso. Elles dépendent moins de la météo que de la cohérence institutionnelle, de la maintenance logistique et de la transparence des données publiées. Ibrahim Traoré l'a formulé sans détour. Le vrai risque n'est pas l'échec, c'est l'inconstance. Scénario de base, alors consolidation prudente, la production annuelle se stabilise autour de 300 000 tonnes, portée par des semences locales et des rotations mieux planifiées. Les réserves tampons absorbent les à-coups saisonniers. Les prix de détail restent lisibles grâce à des bulletins hebdomadaires. Les coopératives sécurisent des contrats pluriannuels avec les transformateurs, réduisant les intermédiations coûteuses. Le corridor agro-AES fonctionne à cadence régulière. Les pertes interpays reculent avec des protocoles communs de qualité. Les importations de secours demeurent possibles, mais déclenchées seulement au-delà de seuils d'alerte publics. L'État concentre ses moyens sur la maintenance des silos, la formation et la collecte. Scénario optimiste, alors accélération intégrée, des capitaux privés s'agrègent à l'effort public. La transformation locale gagne en qualité et ouvre des débouchés sous-régionaux. Les revenus ruraux progressent nettement, retenant des jeunes qualifiés vers des métiers techniques, logistiques et agronomiques. Le corridor s'étend vers le Sénégal et la Côte d'Ivoire, harmonisant normes, calendrier et assurance. Les réserves décentralisées stabilisent les prix, rendant inutile toute réouverture massive aux cargaisons subventionnées. Fort de résultats mesurables, l'État consolide sa crédibilité dans des négociations sud-sud, sans renoncer à des achats ciblés quand ils sont stratégiques. Scénario pessimiste. Alors, réversibilité silencieuse, alors une mauvaise campagne climatique ou des tensions sociales entament la production, les stocks s'érodent. Des achats d'urgence sur marché extérieur renchérissent les coûts. Les petites entreprises perdent leur marge. Certaines ferment, d'autres reviennent à des fournisseurs étrangers. Des créanciers conditionnent leurs aides à des réformes contraires à l'autonomie. La spéculation réapparaît dans les villes. Le corridor ralentit. Les coûts logistiques repartent à la hausse et la confiance publique se dégrade. La souveraineté vacille si la transparence des indicateurs et la discipline budgétaire se relâchent, quelle que soit la trajectoire. La clé demeure la cohérence opérationnelle. Fixer des seuils d'alerte, publier des indicateurs hebdomadaires, sanctuariser les budgets de maintenance, tester régulièrement les plans de réversibilité limitée. La souveraineté n'est pas le refus du monde, mais la capacité à choisir quand et comment s'ouvrir. Si ces garde-fous tiennent, l'expérience burkinabé cessera d'être une exception pour devenir une méthode durable. Dans les marchés de Ouagadougou, le changement se lit dans les gestes quotidiens. Les vendeuses pèsent, vérifient, négocient avec une assurance nouvelle, car elles connaissent désormais l'origine des sacs, les volumes attendus et les marges tolérées. Les affichages publics indiquent vos stocks, dates de rotation et itinéraires de livraison. Cette visibilité décourage la spéculation et replace le citoyen au centre. Auparavant, la politique agricole semblait lointaine. Aujourd'hui, elle traverse les étals. Les camions arrivent à l'heure, les silos provinciaux publient des bulletins hebdomadaires et les ruptures deviennent l'exception. Des ateliers de cuisine populaire introduisent des recettes mêlant soja, niébé et mil pour diversifier l'assiette sans renchérir le panier. La souveraineté cesse d'être un slogan, elle devient habitude. À Bobo Dioulasso, Aïcha, technicienne de 24 ans, entretient une presse solaire montée sur remorque. Son poste n'existait pas avant la reconversion logistique. Formée en 6 mois, elle gagne un revenu stable et anime des sessions où elle explique maintenance, sécurité et calcul de rendement. Autour d'elle, des jeunes reviennent des capitales régionales pour des métiers techniques désormais valorisés. Dans les écoles, les enseignants transforment. Alors califat en études de cas, on y relie sciences, économie, géographie et civisme.
Des clubs d'élèves suivent les volumes collectés, tracent les cartes des dépôts et simulent la gestion de stocks tampons. Les parents, invités aux réunions, découvrent comment des décisions nationales modifient l'assiette familiale. Chroniques, poèmes et débats suivent la courbe des récoltes et les prix de détail. Dans ce récit partagé, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un orateur que comme un organisateur, celui qui fait tenir ensemble formation, logistique et dignité. C'est ainsi qu'une politique publique devient, pas à pas, expérience vécue, et que la confiance remplace la fatigue. Pour que le modèle Khalifa survive à son propre succès, le gouvernement a formalisé une feuille de route claire. Elle repose sur 5 axes interdépendants, pensés comme un système plutôt qu'une liste de promesses. Chaque province doit publier un diagnostic trimestriel. Intrants importés, zones vulnérables, marge de progression. Les données sont compilées sur une plateforme publique accessible aux coopératives et aux bailleurs régionaux. Des instituts itinérants forment mécaniciens, logisticiens et contrôleurs de qualité. L'objectif, 2000 nouveaux techniciens par an, capables d'entretenir presse solaire et silos mobiles. Des capteurs solaires contrôlent température et humidité. Les alertes automatiques préviennent les pertes. L'expérience montre qu'une tonne préservée équivaut à 100 familles protégées. 1000 niébés, sorgho et arachides complètent désormais le soja. Un comité national de suivi, réunissant producteurs, ministères et chercheurs, contrôle les indicateurs. Les réunions sont publiques, les chiffres discutés, les erreurs documentées. Ibrahim Traoré veut inscrire cette méthode dans la durée. Rendre des comptes, c'est la forme la plus concrète de souveraineté. Ainsi, la réussite du plan Khalifa ne dépend plus d'un décret, mais d'un rituel, mesuré, corrigé, recommencé. C'est cette discipline collective qui transformera l'expérience burkinabé en modèle durable. Sous le soleil de novembre, alors Hamidou Konaté vérifie ses sacs empilés devant le silo communal. Chaque lot porte un marquage simple. Origine locale, variété Khalifa 02. Il lève les yeux, regarde la file de camions prêts à partir et murmure que cette année, il n'aura rien perdu. Autour de lui, des jeunes discutent rendement, stockage, avenir. Le langage a changé, les gestes aussi. Ce n'est plus la résignation d'hier, mais la fierté tranquille de ceux qui savent que leur travail a un poids collectif. Le décret du 17 juin 2025, autrefois perçu comme un acte isolé, est devenu un repère intime. On en parle comme d'une saison fondatrice, celle où le pays a cessé d'attendre. Dans les discours officiels, Ibrahim Traoré rappelle rarement son propre rôle. Il préfère citer les anonymes, les coopératives, les techniciens. Sa phrase résonne désormais comme une maxime nationale. Le courage d'un peuple se mesure à la constance de ses semailles. Hamidou referme son entrepôt et sourit. La révolution silencieuse n'a pas de fanfare. Elle se prolonge dans chaque récolte. L'histoire du Burkina Faso ne s'achève pas avec un embargo, mais avec une continuité. Chaque village, chaque entrepôt, chaque technicien porte désormais une part du mot souveraineté. Ibrahim Traoré l'a souvent rappelé, la liberté n'est pas une déclaration, mais un entretien quotidien. Elle demande rigueur, patience et courage partagé. Le projet Khalifa, en reliant institutions et citoyens, prouve qu'un pays peut se relever sans attendre d'être sauvé. Au-delà du soja, cette expérience interroge chaque société. Que signifie produire ce que l'on consomme, décider sans permission, bâtir sans modèle importé ? Ce n'est pas une rupture contre le monde, mais une invitation à y participer autrement. Si le Sahel, longtemps perçu comme périphérique, peut écrire une page d'indépendance paisible, alors d'autres peuvent en tirer la leçon. Car la vraie autosuffisance ne se mesure pas en tonnes de grains, mais en confiance retrouvée. Et vous, que planteriez-vous demain pour ne plus dépendre des saisons des autres ? This